l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on construit une plateforme en s'appuyant sur le fonctionnel, en fait. Comment le business fonctionne, quelles sont les constantes de ce business. Et je suis absolument convaincu que les bonnes architectures sont celles qui se mappent avec le business que tu es en train de traiter. Le recrutement, c'est un processus qui est à ces échelles-là extrêmement quantitatif. Quand on est assez exigeant, comme on l'est nous, sur les compétences des candidats, il faut en voir beaucoup pour en recruter un au bout de chaîne. On a très bien compris que lever beaucoup d'argent trop tôt dans le processus était contre-productif en réalité. Et d'ailleurs, notre expérience suivante, ce qu'on a commencé par faire, c'est surtout pas lever d'argent. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine Bull, qui est le CTO de The Edge. Merci Antoine d'avoir accepté l'invitation et d'être arrivé jusqu'à nous. Merci beaucoup Pierre de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Je commence par un petit remerciement. Je remercie Michel Dejoux, je lui fais un petit coucou, qui nous a mis en relation et qui, je crois, a rejoint récemment The Edge. Absolument, on est très content d'avoir Michel à bord depuis quelques mois. Et voilà, il y a un petit coucou et un grand merci. Il m'avait également remis en relation avec Alexis Agaï, qui fait un autre épisode de CTOs du coup. On va revenir sur deux de tes expériences principales. En l'occurrence, il y en a quasiment que deux. Il y a une première expérience qui se soldera, on va le voir, par un mur. Et puis ta plus grosse expérience depuis une petite quinzaine d'années maintenant, où c'est pas des murs mais c'est des haies, et plein de haies, et ça continue. Et avant de passer aux haies, est-ce qu'on peut passer aux murs ? Absolument. Une première expérience qui s'est terminée par un mur et qui a commencé extrêmement tôt, alors que j'étais encore dans mon école d'ingénieur, et avec deux de mes collègues de promo de l'époque, on a commencé à faire le projet de monter une société à peine dans la dernière année d'école. Et donc on voulait développer une société de software, c'était dans fin des années 90. Et on s'est lancé dans cette aventure avant même d'être sorti, en commençant à monter le projet et en le développant. Et on est tombé dans une période qui était le tout début de cette ère startup en France, qui nous a porté, et puis on avait la conviction aussi que tout ça fonctionnerait dans le domaine de la vidéo et de la vidéo en ligne. Fin des années 90, c'est encore la pleine bulle là. Alors fin des années 90, c'est encore la croissance Internet folle, les valorisations folles, les créations de start-up avec des levées de fonds très importantes pour l'époque. Et on a été porté par cette vague-là. On est sorti de l'école en 99. On a très rapidement trouvé des business angels qui étaient partants pour investir dans notre société. Et on a, dans le cours de l'année 2000, levé 6 millions d'euros pour financer le développement de la société, développer le produit autour de la vidéo en ligne. 6 millions d'euros, pour l'époque, ça faisait partie des très belle levée de fonds. C'était une belle levée de fonds. Et alors je vais passer pour un vieux con, mais c'était encore en francs à l'époque. Mais c'était une levée de fonds très importante. Et les VC de l'époque ont fait confiance à une bande de jeunes de 25 ans pour monter cette société, ce qui a été pour nous une expérience formatrice à un point totalement exceptionnel. Et ça s'est très bien passé, au moins au début. C'est-à-dire qu'on a commencé à développer le produit, on a convaincu ses investisseurs, on a levé beaucoup d'argent, on a recruté, on a appris à recruter, on a monté une équipe sur le développement qui faisait jusqu'à une quinzaine de personnes. Je crois qu'on a été une trentaine dans l'ensemble de la société au pic de l'activité. Les startups avaient le vent en poupe, au point que dans les années 2000, je me suis retrouvé avec un groupe de fondateurs de startups invités à l'Élysée par le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, qui nous a invités pour passer une bonne heure de meeting avec lui. Donc on était 15 avec le président de la République en train de lui expliquer nos problèmes dans la vie de développement de start-up. Et j'ai ma photo où je serre la main au président que je pourrais sûrement montrer à mes petits-enfants. Mais ça montrait un petit peu, ça illustre un petit peu cette tendance de l'époque à observer de manière un peu nouvelle et étonnée ce mouvement de start-up et cette éclosion des boîtes tech.
Et alors, qu'est-ce que tu as dit à Jacques et qu'est-ce que Jacques a dit? Alors Jacques n'a pas beaucoup parlé, en fait. Étonnamment, il nous a énormément écoutés de manière extrêmement concentrée. Il a écouté, donc il nous a posé un certain nombre de questions sur principalement quels étaient nos enjeux de développement de nos sociétés, qu'est-ce qui pourrait nous aider à réussir. On lui a expliqué que la difficulté d'une petite société, c'est d'être crédible, de pouvoir vendre et avoir un niveau de confiance élevé de la part des clients. Et on militait aussi pour avoir l'équivalent du Small Business Act américain, c'est-à-dire un engagement des grandes organisations publiques à être capables de travailler avec des petites sociétés, même si elles sont encore petites, qu'elles n'ont pas fait leurs preuves, et que mais en revanche, elles ont besoin de clients. Et Jacques, à l'époque, nous a écoutés avec beaucoup d'attention, et ça a été une expérience assez unique. T'as vu dans les mois ou semestres qui ont suivi des choses qui ont été annoncées ou faites Non. Non. Ça a eu absolument aucun espèce d'impact, Okay. à pouvoir nous faire un beau souvenir qu'on peut encadrer et mettre au mur. Et c'était aussi un timing qui était peut-être pas très bon, c'est-à-dire que la bulle Internet a explosé en mars 2000. C'était quelques mois avant, ce qui fait que cette espèce de trend assez positif des startups qui avait lieu depuis quelques mois ou quelques petites années devait montrer ses limites et montrer aussi sa face obscure dans les mois qui ont suivi. Et alors du coup, t'as pas dit est-ce que tu peux rentrer dans le détail de c'était quoi le produit, c'était quoi l'idée? Alors le produit était autour de la vidéo en ligne et la capacité de diffuser des vidéos en ligne et puis d'apporter de l'interactivité autour de ces intégrations. Et on était dans une phase dans laquelle la vidéo sur Internet, ça n'existait littéralement pas ou très peu. Et on était encore dans une phase d'évangélisation. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, j'ai des souvenirs encore d'être en face de clients ou de prospects qui me disaient « Mais vous êtes complètement fou, qui va passer du temps à regarder des vidéos de la taille d'une carte de visite complètement pixelisée sur un ordinateur ?» Sachant qu'en parallèle, le gros trend technologique, c'était la télévision haute définition. Ça n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, YouTube a été créé plusieurs années après, et les connexions ADSL n'en étaient qu'au début. Et donc, on était vraiment dans cette phase d'évangélisation sur le contexte technologique lui-même, ce qui fait que tous les outils autour de ça, étaient encore très jeunes, et on était beaucoup trop en avance par rapport aux évolutions du marché. C'est ça l'un des murs que vous êtes pris? Alors, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que premier étage, l'explosion de l'abus d'Internet, mars 2000, grosse frilosité des investisseurs qui du coup se retrouvent aussi à vouloir avoir davantage de résultats, de suivi du business plan, évidemment complètement idyllique qu'on leur a vendu pour faire la levée de fonds. Et on se retrouve dans une phase dans laquelle il faut délivrer des résultats, il faut vendre le produit, alors qu'en réalité, on en était au stade où le product market fit était pas bien défini. On n'en était pas au stade où on savait exactement si notre produit adressait un vrai besoin et si on allait pouvoir générer de la traction sur ce produit. Et donc, devant cette frilosité, le revenu qui suivait pas, on a fait ce que n'importe quelle PME ferait dans une phase de difficulté économique. C'est-à-dire qu'on a commencé à restructurer, on était 30, et puis on a réduit un peu les effectifs pour essayer de recoller avec le revenu. Et tout ça a duré quelques mois, enfin grosso modo 2 ans, jusqu'au stade où... ça a duré Ouais, quasiment. On a dû fermer la société en 2003, et on a eu probablement 18 mois de phase de descente, si tu veux. Ce qui est... une façon soft de se prendre le mur. C'est-à-dire qu'on a démonté la société étage par étage jusqu'à la fermer définitivement. C'est une façon soft et propre de terminer une histoire de création d'entreprise par la fin. Et ça aurait été en 3 ans quasiment une source d'apprentissage, d'expérience absolument unique, d'avoir fait toute la vie d'une société depuis son financement, sa croissance, la gestion de difficultés économiques, la redescente, etc. Et donc j'ai appris des choses pas forcément fun du management dans ces phases-là, de gérer un licenciement économique par exemple, qui est quelque chose auquel c'est pas l'ambition de départ, ouais. Exactement.
et qui est néanmoins, quand tu es manager, un truc qu'il est bon de connaître. Et du coup, c'est quoi les autres apprentissages de cette expérience ? Alors, énormément d'apprentissage de cette expérience sur le développement d'une startup d'abord, et le timing de l'investissement par rapport à la maturité de ton produit. Cette logique de product market fit, c'est-à-dire que lever beaucoup d'argent très tôt alors que tu n'es pas dans une phase encore où tu as une traction du marché, où tu sens que tu as le bon produit qui s'adresse au bon marché et tu sens que tu vas pouvoir le vendre et que ça va générer l'attraction et que tu es sur des rails qui vont te permettre de croître. Si tu lèves beaucoup d'argent trop tôt et que tu n'es pas encore à cette phase-là, tu vas te retrouver dans une situation assez compliquée dans laquelle tu vas avoir d'un côté des investisseurs financiers qui, eux, veulent des résultats, et d'un autre côté, du produit où tu es principalement dans une phase d'incertitude où il faut que tu essayes, tu testes, tu valides des hypothèses, tu invalides des hypothèses, mais tu n'es pas dans une trajectoire rectiligne. Et cette situation-là crée un niveau de tension qui est très difficile à gérer, en fait. Ça, tu l'as verbalisé, t'en as pris conscience tôt. Pour ça t'a servi pour ton expérience suivante. Oui. C'était clairement un point où tu t'es dit ça, je refais pas. Exactement. On a très bien compris que lever beaucoup d'argent trop tôt dans le processus était contre-productif en réalité. Et d'ailleurs, notre expérience suivante, ce qu'on a commencé par faire, c'est surtout pas lever d'argent. Et essayer de travailler vraiment avec un minimum d'investissement. Et je pense qu'il faut beaucoup raisonner comme ça. C'est-à-dire que lever de l'argent va avec un certain nombre de contraintes et surtout d'espérance de résultats ou de nécessité de produire des résultats qui ne sont pas forcément compatibles avec des phases d'exploratoire, d'expérimentation ou d'hypothèses que tu as besoin de construire quand tu cherches à trouver quel va être le bon produit pour le bon marché. Et donc ça fait partie des apprentissages vraiment forts de ce cycle de start-up qu'on a bien intégré et bien appris à la dure pendant cette et utilisé pour la suite. Années. Il y a eu d'autres choses et fortement utilisé pour la suite. Après, sur le plan technique, c'était assez intéressant. Alors, c'est une époque, je vais encore passer pour un vieux, mais on faisait des développements en C++. On avait un contexte technique qui était hostile, je vais l'appeler comme ça. Quand on développait, donc nous on développait des plugins notamment pour les navigateurs. Les plugins pour les navigateurs, c'était un cauchemar absolu. C'est-à-dire que tu avais 4 navigateurs différents sur le marché qui eux-mêmes étaient dans différentes versions et tu avais des problèmes de compatibilité absolument insolubles. Et on peut se retrouver dans les cas où on se retrouvait avec des utilisateurs, on avait des rapports où des utilisateurs qui utilisaient Windows 98 avec un certain patch pas installé, avec un navigateur Netscape 4 truc, et dans ce cas-là, il se trouve que ça marchait pas. Et rien que de reproduire la config, c'était déjà un enfer. Et on se rend pas compte aujourd'hui à quel point développer des applications SaaS, comme on le fait nous, dans l'environnement technologique actuel, c'est facilité par rapport à ce qu'on a pu connaître à cette époque-là. Donc ça, c'était le sport technique. Et après, à cette époque-là, on était aussi au tout début de l'agile. Et ça, c'est un train qu'on a pris en marche très très tôt. On était donc le manifeste agile, ça date de 2001, donc c'était ensuite. Scrum était vraiment à l'état de théorie, et c'est Extreme Programming qui était un petit peu notre méthode de chevet sur laquelle on construisait déjà cette idée que les itérations, l'approche incrémentale de l'évolution des produits, le peer programming, l'intégration des utilisateurs dans l'ensemble du cycle de conception était très important, et on a été beaucoup bercé par ça dans notre façon de travailler. Une des difficultés, c'est qu'il n'y avait pas d'outils pour le mettre en œuvre, donc on avait développé notre propre équivalent Jira à l'époque nous-mêmes, ce qui paraît fou. Aujourd'hui, plus personne développerait son propre Jira. Son propre Jira ou son propre outil de gestion de tâches. Mais à l'époque, ça n'existait quasiment pas, et ça nous a beaucoup apporté dans la compréhension de l'agilité, dans l'implémentation des méthodologies agiles et de la valeur que ça pouvait apporter à une société de développement de software. Comment tu découvres l'agilité et pourquoi vous faites le choix de vous baser sur ces méthodos? Parce que alors, pour le coup, effectivement, en 2000, pionnier quoi. On est tombé sur Extreme Programming, et ça nous parlait énormément.
ça nous parlait sur la façon d'itérer le côté boucle de feedback qui apporte l'agilité dans la conception des produits et dans tout le cycle de développement, qui nous semblait intuitivement correspondre vraiment à ce qui était le plus efficace pour ce qu'on avait besoin de faire. Et c'est quelque chose qui était vraiment embryonnaire à l'époque. C'était le tout début, mais on est des purs produits de la naissance de l'agilité. Bon, ça faisait partie des bons choix. Ça faisait partie des bons choix. Malheureusement, une bonne méthodologie et une bonne approche technique n'est pas nécessaire, mais pas le secret suffisant pour la réussite du business d'une startup. Il y a d'autres... T'es resté sur les 20 dernières... Enfin, sur les 2 décennies, toujours Scrum, d'autres étapes fondatrices, d'autres inspirations ? Alors oui, il y a une inspiration pour moi qui a été une révélation extrêmement forte et fondatrice pour toute la suite, c'est Lean Startup, la publication du bouquin d'Eric Ries en 2011, qui pour moi a été une sorte de concrétisation de toute l'expérience qu'on avait acquise pendant les 10 années qui avaient précédé. L'expérience d'extreme programming, l'expérience de l'agilité, du mécanisme itératif, de la façon de développer un produit successful pour une startup, comment est-ce qu'on atteint ce product market fit. Et quand j'ai lu ce bouquin, j'avais cette impression que toute notre expérience, nos intuitions avaient été théorisées par Eric Ries dans ce bouquin. Donc c'est le bouquin qui est le bouquin fondateur et qui est l'inventeur du Minimum Viable Product, le MVP, ça vient de là. C'est la méthode Lean, c'est lui qui a formulé cette idée. Et au-delà de synthétiser un peu toute notre expérience et toutes nos intuitions, il allait bien évidemment plus loin et jusqu'à expliquer que pour arriver à ce stade de product market fit, en fait, il faut considérer que tous les stades de développement sont des tentatives de valider ou invalider des hypothèses. Quand tu es en train de chercher le bon fit entre ton produit et le marché, en fait, tu vas faire des hypothèses. Et l'enjeu, c'est pas de développer le produit qui va le faire et puis tu vas voir si ça marche ou ça marche pas. En fait, l'enjeu, c'est comment est-ce que tu minimises le coût de validation ou d'invalidation de cette hypothèse. Et donc, il présente des exemples américains qui sont maintenant très connus, comme Dropbox, dont la première version était une vidéo, qui était absolument totalement fictive, qui présentait un produit qui était Dropbox, avec la possibilité de stocker sur le cloud tes fichiers. Ce produit n'existait pas, c'était simplement une vidéo. Et le succès qu'a remporté cette vidéo quand ils ont essayé de la présenter comme étant un produit bientôt disponible à vendre, le succès absolument phénoménal que ça a eu sur Internet les a convaincus du fait qu'il y avait une vraie demande, un vrai marché et qu'ils tenaient la bonne approche pour leurs produits. Et finalement, le secret, c'est ça, c'est comment est-ce que je minimise mon effort. Alors là, c'est une vidéo, c'est un peu le cas extrême, mais souvent il faut du développement. Mais comment est-ce que je minimise mon effort de développement pour être capable de me rendre compte si je vais avoir des clients réceptifs qui vont aimer ton produit, qui vont vouloir ton produit, qui vont pouvoir l'utiliser et qui vont être prêts à le payer. Et qui vont être prêts à le payer, absolument. Et c'est cette approche-là qui, pour moi, était révélatrice à un point extrême. Et ça se décline à tous les étages dans la conception d'une application. C'est-à-dire que c'est vrai aussi souvent sur des aspects assez techniques. L'enjeu, c'est de comprendre qu'on fait des hypothèses quand on construit une application, un software, sur ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce qui va atteindre le bon niveau de perf, ce qui ne va pas le faire. Et la vraie question, c'est comment est-ce que je vais le valider ou invalider ces hypothèses pour définir quels sont les bons choix. Et alors du coup, dans la vraie vie, t'as fait comment ? Alors ce bouquin, il sort en 2011, après t'as le lancement de Velpro en fait. Absolument. Donc du coup, il est venu trop tard. D'une certaine manière, oui. On a rejoint Velpro et... Alors je dis beaucoup « on » et là je vais créditer mes collègues et faire un petit coucou à Jérémy Chassin, qui m'accompagne depuis le début de ses aventures, qui est maintenant un grand spécialiste de Domain Driven Design et de CQRS, qui fait partie des équipes encore aujourd'hui, et Eric Bézine, qui est
deputy CTO avec moi et qui est un grand architecte et manager à la fois, ce qui est très rare. Et ensemble, en fait, on a travaillé, on a croisé le chemin d'une startup qui était assez early stage, qui développait une plateforme de réservation pour les hôtels à l'époque, donc c'était en 2008, et qui était à un stade où, à l'inverse de tout ce qu'on avait connu, c'est-à-dire que nous, on avait, d'un point de vue technique, réussi à développer les produits dans de bonnes conditions, mais jamais trouvé le bon levier de business qui générait de l'attraction. Eux avaient fait le contraire, c'est-à-dire qu'ils avaient un super business qui commençait à tracter énormément pour permettre aux hôtels de faire réserver leurs chambres sur Internet via des plateformes hébergeantes obscures d'Amsterdam qui s'appelaient Booking.com, qui était vraiment un truc tout petit, et permettre aux hôtels aussi d'enregistrer des réservations en ligne, concept assez foufou, c'est-à-dire sur leur propre site Internet. Et donc, d'un point de vue business, ça commençait à tracter fortement, mais la plateforme technique suivait pas. Et avec des choix techniques qui sont aujourd'hui assez exotiques, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était de l'ASP, du script ASP. Alors, je ne sais pas si vous visualisez, mais c'était une espèce de code spaghetti avec du VB, du HTML pour générer les pages web, qui était compilé par IIS. Et ce truc-là... on est en quelle année? Parce que du coup, c'était un choix qui pouvait être cohérent à cette époque-là, ou ça commençait déjà à être... C'est ça, c'était un choix qui était peut-être éventuellement un peu cohérent dans les années peut-être 2005. En 2007-2008, ça commençait à être l'émergence de .NET. Ouais. Et donc, il y avait 2005, c'est même limite, quoi, ouais, effectivement. Ouais. C'est ça. Et donc, tout l'enjeu était de mener cette transformation technique, parce que très honnêtement, là, ça ne serait pas allé beaucoup plus loin avec la plateforme telle qu'elle était construite, et il y avait un travail absolument phénoménal à faire pour arriver, ne serait-ce que, et ça c'était un des enjeux, à répondre au business qui allait se présenter dans les années qui ont suivi. Et donc, là, on a travaillé à essayer de comprendre comment est-ce que tu pouvais transformer intégralement une architecture, des choix techniques, changer un langage sur une plateforme qui commençait à être assez grosse, avec des centaines de milliers de lignes de code qui faisaient des choses dont on ne savait pas trop expliquer ce que c'était parfois, des règles métiers extrêmement complexes, et arriver à faire ça tout en accompagnant le développement du business sur les années qui allaient suivre. Et donc là, dans la question de gestion du legacy et de comment tu abordes ces questions, on a beaucoup appris, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup déterminé de méthodes d'une certaine manière. Et cette expérience-là est encore à la fois très riche aujourd'hui, et on l'applique un petit peu tous les jours. Et on se rend compte aussi assez peu popularisée. C'est-à-dire que la façon de traiter le legacy ou de travailler sur une plateforme ancienne qu'on a besoin de moderniser, c'est quelque chose qui est toujours regardé par tout le monde de manière un petit peu douteuse. Une partie des développeurs qui disent « Ah non, moi déjà ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de construire du tout nouveau, tout neuf. » Et alors là en général j'ai tendance à leur dire « Alors le tout nouveau, tout neuf, c'est très bien, mais si tu veux faire ce métier un certain nombre d'années, ton tout nouveau, tout neuf, au bout d'un moment il va devenir du moins nouveau, moins neuf, et il va falloir le gérer, le faire évoluer. » Et donc tu vas être confronté à ce problème fatalement à un moment ou à un autre. Et donc pour moi ça fait partie intégrante du travail qu'on fait et du métier de l'ingénierie software. Et on n'est pas très bien équipé, je trouve, en termes de théorie, de méthode et d'approche pour gérer le legacy de manière générale. Et donc on a travaillé à une méthode qui était... une approche qui était assez simple, qui est de se dire on ne va pas, parce qu'on n'a pas les moyens en fait, ce qu'on ne va pas faire c'est se dire qu'on va construire une plateforme toute neuve à côté en partant de zéro. Alors ça fait partie des convictions fortes, très ancrées, que j'ai pu me construire avec l'expérience, et j'ai pu, avec le temps, me rendre compte aussi, en regardant d'autres boîtes, qu'on fait des choix différents. T'en avais fait l'expérience avant de faire une refonte à côté et que ça plante ?
J'en avais fait l'expérience à des petites échelles et je l'avais vu faire notamment dans certaines grandes entreprises pour lesquelles j'avais travaillé comme consultant et je les avais vus échouer lamentablement. Parce que l'effet de bord que tu avais remarqué, c'était quoi? On décommissionne jamais? Le premier problème qu'on a, c'est que souvent la plateforme Legacy, elle s'appelle Legacy parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle fait en fait. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'elle fait grossièrement et la fonction qu'elle remplit. Après, savoir comment elle fonctionne dans le détail, en fait, on n'en sait rien. Et donc, quand on commence à l'implémenter, on part avec des idées extrêmement simplistes sur son fonctionnement. Mais les systèmes complexes, dès que tu as des centaines de milliers de lignes de code, voire des millions, en fait, leur mode de fonctionnement, il est extrêmement complexe et détaillé. Et le reproduire demande un effort de travail et de compréhension et d'analyse qui est extrêmement poussé. Et en fait, ça revient à démonter l'intégralité de l'existant pour comprendre comment il fonctionne. Et en plus, ça t'empêche de mesurer dans le détail les défauts de l'existant que tu vas pouvoir améliorer. En fait, quand on regarde une plateforme legacy, souvent ce qu'on voit, c'est qu'on est aveugle et qu'on ne voit pas tout ce qui fonctionne. En revanche, on voit très bien ce qui ne fonctionne pas. Mais tout ce qui fonctionne, c'est souvent le fruit d'années d'optimisation, de mise au point, de perfectionnement, qui font qu'il y a 80% en fait qui fonctionne. Et si elle est legacy, qu'elle est tenue jusque-là, c'est qu'en fait, elle a rendu le service pendant des années. Et toute cette capitalisation de savoir, d'optimisation, de mise au point, de fonctionnel, quand tu repars de zéro, tu le mets à la poubelle. Et c'est une très grosse erreur. Et tu repars avec simplement une vision assez générale, très grossière de ce que tu as à faire. Et en général, ça se passe mal. La vision de ce que tu as à faire, c'est ce qui ne fonctionne pas. Alors, quelque part. Et la vision de ce que tu as à faire est biaisée à fond par ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, ce que je vais faire, c'est surtout traiter ce problème de cette vieille plateforme en lui permettant d'être plus scalable, d'être plus robuste, d'être moins monolithique. Donc c'est ça que je vais adresser. Mais les 80% de ce qu'elle fait qui marche très bien, celle-là, je l'ai pas vu. Je vais pas les voir. Et donc ce qui se passe, et je l'ai vu plusieurs fois faire, c'est qu'en fait, c'est le jusqu'ici tout va bien. C'est-à-dire que tu commences à construire la plateforme nouvelle, au début ça va bien, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que en fait, c'est un peu plus long que prévu, et puis au bout d'un moment, plus tu avances, et plus tu te rends compte de la mesure du chantier que tu es en train d'attaquer. Et en général, au bout d'un moment, ça commence à créer un méga problème, parce que tu vois que plus tu avances, et plus l'horizon s'éloigne. Et il y a un mec qui arrive et qui dit « I want my money back ». Exactement. Et il y a quelqu'un qui dit « Non, là, il y a un moment, il va falloir que quelque chose sorte ». Et là, tu te retrouves avec un vrai problème. Et donc, pour les meilleures situations que j'ai pu voir, j'en ai vu encore une récemment dans une boîte, ils sont arrivés au point où ils ont réussi à reconstruire 50% de la plateforme, de la plateforme historique sur une nouvelle, toute belle, qui marche impeccablement, avec une stack technique toute moderne. Et là, on dit, mais maintenant, il va falloir migrer, les gars. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'ancienne plateforme, on la décommissionne et on branche la nouvelle. Oui, mais on n'a pas encore tout. Ouais. Et donc, comment on fait ? Et ben là, tu te retrouves dans des enjeux compliqués de migration, de déterminer quels sont les clients que tu peux faire tourner sur l'une, sur l'autre. Et en fait, rapidement, tu te retrouves à gérer deux plateformes et c'est un enfer. Et cet enfer dure beaucoup trop longtemps. T'as dit quelque chose, je continue sur le legacy, parce que donc on comprend que toi, ton approche et ton choix, et tu l'expliques, c'est on fait pas une refonte à côté, mais plutôt on va isoler des features et on refait petit à petit par service, par microservice, par fonctionnalité. Et t'as dit quelque chose, t'as dit quelque chose sur l'attractivité du legacy. T'as dit voilà, les développeurs, des fois, legacy, tout ça. Absolument. Est-ce que tu as travaillé la manière de rendre attractif le fait de bosser sur une application legacy ? C'est une très bonne question qui se pose un peu tout le temps et elle se pose aujourd'hui dans nos équipes comme à beaucoup d'endroits. Et la première chose, c'est que je trouve que ce sujet-là est probablement intellectuellement et d'un point de vue technique, approche technique, architecture technique, un des plus compliqués qu'on ait à gérer. C'est-à-dire que c'est relativement facile de construire une plateforme de zéro, t'as rien, tu construis, tu fais tes choix, t'as pas beaucoup de contraintes particulières là-dessus. Quand tu
travaille sur une plateforme legacy avec cette approche-là de se dire bon, bah, je vais commencer par essayer de la découper par morceaux, découper certains morceaux et de le refondre étape par étape, ce qui a pour vertu de procéder de manière très itérative. Ça rejoint évidemment tout ce qu'on disait sur l'agilité, le côté itératif des choses. Ça te permet de faire ça tout en accompagnant le business. C'est-à-dire que quand tu refonds une de ces parties-là, tu peux te permettre de rajouter des fonctionnalités, d'enrichir la plateforme au fur et à mesure, et tu n'embarques pas de problème de il va falloir que je switch d'une vieille plateforme à une ancienne plateforme à une nouvelle plateforme, ce qui est en tout cas dans notre domaine du SaaS, une galère absolue. Et donc, intellectuellement, de construire des nouveaux modules pour remplacer de la modularité que tu auras créée sur une plateforme legacy, c'est un enjeu technique et technologique qui est beaucoup plus compliqué que de créer une plateforme from scratch, et que je trouve du coup beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant, et c'est là qu'on apporte, je trouve, le plus de valeur d'un point de vue ingénierie, et ça te donne aussi une perspective très différente sur la façon de construire les plateformes et les solutions software. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré l'impact des années plus tard d'un mauvais choix d'architecture ou d'une mauvaise approche ou de choix techniques douteux, ça te fait envisager les choses de manière très différente. C'est-à-dire que tu te dis, quand tu construis une nouvelle plateforme, ok, mais comment ça va évoluer dans les années qui viennent, et comment ça se passera dans 3 ans quand je vais relire mon propre code et que je vais me dire, mais qui a codé ce truc-là, c'est hyper mal fait. Et ben, c'est toi qui l'as fait en fait, c'est juste que tu t'en souviens pas, c'était il y a 3 ans. Donc je trouve que c'est un exercice extrêmement stimulant, extrêmement compliqué et intéressant, et sur lequel on est insuffisamment équipé, armé en termes d'approche et de méthodologie. Ce que je te dis là est encore très peu popularisé. Tu m'as parlé de choix douteux, d'architecture ou de choix qu'on a pu mesurer. Ouais. Pour toi, c'est quoi les choix sur lesquels faut pas se louper, ou sur lesquels tu t'es peut-être loupé, ou justement tu t'es pas loupé. C'est une question toujours extrêmement difficile. C'est quoi une bonne architecture, c'est quoi une mauvaise architecture? C'est un truc que tu peux toujours, question à laquelle tu peux toujours répondre a posteriori. La bonne architecture, c'est celle qui est encore là 5 ans plus tard. La mauvaise architecture, c'est celle qui commence à te poser un problème assez rapidement. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui oriente ce type de choix. C'est-à-dire que la technologie évolue très vite. Donc les choix techniques changent, les technologies changent, les langages changent, évoluent, et tout ça change à une vitesse qui est aujourd'hui, comme ça l'est depuis des années, assez difficile à suivre. Et donc un des gros enjeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire les bons choix et avoir un certain niveau de stabilité. Et là-dessus, je me suis bâti des convictions très très fortes sur la relation que tout ça peut avoir avec le business que tu sers. Et quelle est la fonction business de ce qu'on est en train de développer. Parce que ce qui est intéressant avec l'expérience de start-up ou de transformation technologique, c'est que tu te rends compte que certes, les technologies et les paradigmes technologiques évoluent, mais les constantes du business évoluent peu ou évoluent très lentement. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on construit une plateforme en s'appuyant sur le fonctionnel, en fait. Comment le business fonctionne, quelles sont les constantes de ce business. Et je suis absolument convaincu que les bonnes architectures sont celles qui se mappent avec le business que tu es en train de traiter. Et je te donne un exemple très très simple. Si tu prends, je te prends l'exemple d'Uber. Uber, c'est du taxi version 21e siècle. Comment ça marche un taxi? Tu as un client qui appelle un dispatch en disant où il est, en disant qu'il a besoin d'un taxi. Le dispatch va appeler des taxis pour trouver celui qui est à côté, va trouver celui qui va envoyer vers le client, va prévenir le client qu'il y a un taxi qui arrive, le client va monter dans le taxi, il va faire son chemin, il va payer et c'est bon. Quand tu regardes Uber, la plateforme d'Uber, elle doit faire grosso modo la même chose. C'est-à-dire que tu as une application qui permet de localiser le client. Cette information, elle remonte à un dispatch qui se trouve être aujourd'hui complètement automatisé du sol au plafond, mais qui est bien une plateforme centrale qui va être capable de recevoir les demandes des clients, de contacter les différents taxis pour savoir lequel est à proximité et accepte de prendre la course,
qui va remonter automatiquement cette information, qui va redescendre au client, qui va être informé, le taxi ou le Uber va rejoindre le client, qui va faire son chemin et qui va finir par payer. À l'époque des taxis, tu payais au taxi et ensuite l'argent était centralisé et ensuite recompté, etc. Aujourd'hui, avec le digital, c'est dématérialisé, ça se fait directement. Mais toutes ces étapes et toutes ces différentes fonctions, en fait, tu les retrouves sur un... Si je devais construire une plateforme pour Uber aujourd'hui, je la construirais comme ça, c'est-à-dire avec toutes ces fonctions bien définies et bien délimitées et articulées entre elles de cette manière-là. Et c'est-à-dire d'une manière qui a été construite par le business de ce service-là depuis des années et qui est intrinsèque au fonctionnement de ce service, en fait, et qui a été éprouvée dans le monde réel. À l'époque où on transmettait de l'information par téléphone, où on s'envoyait des fax, mais aujourd'hui, la façon dont on le fait informatiquement, si on reprend cette métaphore du téléphone ou du fax, quand on réfléchit à la façon dont on architecture nos systèmes, on se rend compte qu'on les construit bien mieux, parce qu'on les construit d'une manière qui a un sens dans le monde réel. Et je pense que c'est cette approche-là qu'il faut privilégier. Et une fois qu'on a construit nos systèmes, en étant très très proche, en mappant de manière extrêmement précise le fonctionnement dans le monde réel, et ce fonctionnement-là, il évolue dans le temps, pas tant que ça en fait. Il est assez stable, parce qu'il est éprouvé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il change du jour au lendemain tant qu'il marche. Et c'est ça la stabilité sur laquelle il faut s'ancrer quand on construit une système. plateforme et un système. Ouais. Et est-ce que tes équipes en interne, elles ressemblent pas ou elles se mappent pas avec ton architecture? Alors, parce que finalement, tout n'est pas mappé. Exactement. Et ça va en fait plus loin. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est... Il y a des théories très, très poussées, domain-driven design notamment, qui prend comme point de départ le business pour ensuite... définir les architectures, et je suis absolument un fervent partisan et convaincu de ce genre d'approche. Et après, ça va beaucoup plus loin, et la question qui se pose après, c'est comment est-ce qu'on construit une équipe qui développe une architecture ou qui suit ses principes architecturaux. Et là, on se réfère beaucoup à la loi de Conway, donc Melvin Conway, un développeur américain dans les années 60, qui dit ah tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que l'organisation des équipes qui conçoivent le système a un impact assez fort sur l'architecture du système final. Par exemple, si je mets 4 équipes pour construire un compilateur, je me retrouve avec un compilateur à 4 passes. Et à l'époque, il aimait ça de manière un peu intuitive. Ça me semble fonctionner comme ça. Et en fait, ce principe-là, génial, est pour moi complètement fondateur de toute cette question d'organisation des équipes d'engineering. On s'est rendu compte par la suite, donc ça a été validé, revalidé, et les démonstrations ont été extrêmement solides après pour considérer que c'est une loi qui est totalement valable, c'est une vraie loi. Et elle est intéressante aujourd'hui dans des contextes comme les nôtres pour être utilisée à l'inverse, c'est-à-dire pas se dire mon système son architecture va ressembler à l'organisation de mon équipe, mais à l'inverse construire l'organisation des équipes de manière à obtenir une certaine architecture des systèmes. Et du coup, si tu relis ça à ce que je disais tout à l'heure, sur avoir une approche extrêmement orientée business et fonctionnelle de la façon dont le système est architecturé, ça veut dire qu'il faut organiser les équipes de manière extrêmement fonctionnelle et proche du business, avec une organisation des équipes d'engineering qui est proche de la logique business de ce que tu es en train de traiter. Et là, bizarrement, on arrive à une approche qui est orientée feature team, qui est une pratique très généralisée aujourd'hui, mais je pense que ça explique bien le pourquoi de cette logique d'organiser les équipes d'engineering selon les grandes fonctions business du service que tu cherches à rendre. Et alors du coup, quand tu scales, parce que je pense que quand tu scales, c'est un vrai sujet, c'est un sujet d'actualité pour le coup. Chez The Edge, t'as combien d'équipes, c'est organisé comment tu vois l'orga cible, parce que je crois qu'il y a une phase de scale actuellement. Absolument, l'équipe de The Edge comptait sur la partie produit engineering une centaine de personnes début 2021, on va être quasiment 300 à la fin de cette année, et donc une phase d'hypercroissance assez forte qui du coup remet en cause et en question l'organisation, ou nécessite à minima de la scaler.
Et ce dont on se rend compte, c'est que ces principes d'organisation fonctionnelle, donc chez nous par produit, fonctionnent bien et continuent à se scaler bien. Elles ont besoin d'être enrichies et on a besoin de les découper notamment, mais elles continuent à bien scaler. Et typiquement, quand on se retrouve dans des situations dans lesquelles tu as une équipe qui est responsable d'un module dans ta plateforme, et puis qu'avec le scale, cette équipe va devenir 2 équipes, 3 équipes, voire 4 équipes, et que la question se pose de comment est-ce que tu découpes les périmètres de ces équipes, on se rend compte que, et on est convaincu aussi, que l'approche fonctionnelle est toujours la meilleure. C'est-à-dire que ton module se découpe en 4 périmètres, 3-4 périmètres fonctionnels différents, et que c'est ce découpage qui va fonctionner. Encore une fois, en prenant comme approche toujours la vision fonctionnelle et la vision business des choses pour faire évoluer les organisations. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais ça te donne des grandes lignes directrices. Est-ce que... On avait parlé de haies au début. Est-ce qu'il y a... Parce que The Edge, ça fait une petite quinzaine d'années. Il y a une croissance... Bon, là, il y a une phase de scale actuellement, mais il y en a eu plusieurs. Ouais. Est-ce que tu as eu des murs, des murets, des haies dont tu voudrais nous parler? J'ai eu toutes sortes d'obstacles de toute nature qui sont ceux que tu as, j'imagine, alors selon les contextes de manière extrêmement différente, mais qui te font passer d'une équipe de 10 personnes à 300. Mais il y a quand même des seuils qui sont assez structurants, assez difficiles. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé de métier quasiment tous les 3 ou 4 ans dans ces phases de scale. Il y a les étapes qui sont les plus structurantes, c'est pour moi assez facile à déterminer. C'est les étapes dans lesquelles tu construis des étages. C'est-à-dire que quand tu es développeur toi-même ou quand tu es très les mains dans le cambouis, tu as une vision d'à peu près tout et tu interagis directement ou tu agis directement sur ce qui est produit. Quand tu commences à gérer ceux qui développent, tu passes un cran supérieur. Quand tu commences à gérer des managers qui eux-mêmes gèrent les équipes de développement, là tu passes encore un cran. Et à chaque fois que tu t'éloignes du concret, du vrai travail de développement et de conception qui est fait, à chaque fois tu as besoin de remettre en cause ta position, de déterminer quel est le rôle de ceux qu'il va falloir que tu embauches pour faire le boulot à ta place. Et de changer la structure de l'organisation. Et d'une certaine manière, je trouve que les premiers seuils sont très très durs. C'est-à-dire que le jour où tu ne fais plus, mais tu deviens manager de ceux qui font, ou le jour où tu n'es plus manager de ceux qui font, tu deviens le manager des managers de ceux qui font. Alors là, c'est des phases qui sont extrêmement dures, et il faut faire le deuil d'un certain nombre de choses, il faut perdre un certain nombre de réflexes. Et c'est des phases qui sont vraiment clés et donc qui créent des seuils tu vas avoir un seuil entre 10 et 20, il y a un moment où il va falloir que tu sortes du... C'est le lâcher-prise que tu as eu du mal à faire ? Oui, moi personnellement, oui. Le lâcher-prise est très dur. Le lâcher-prise est très dur. Et donc souvent, ceux qui sont très impliqués ou qui font très bien leur boulot ont des problèmes de micromanagement quand ils deviennent managers, parce que du coup, ils ont tendance à vouloir fortement s'immiscer dans le travail de chacun. Et puis tu as l'enjeu de déterminer aussi qui va pouvoir faire le travail à ta place quand tu vas prendre des positions un peu différentes au fur et à mesure du scale. Et donc là, ça soulève des tas d'autres questions. Et donc, qu'est-ce qui fait un bon manager d'une équipe d'engineering ? Par exemple, son niveau d'expertise technique entre finalement assez peu en ligne de compte. Et donc c'est souvent une erreur qui est faite de promouvoir ou donner des promotions à des très bons experts techniques. Je pense que c'est une grosse erreur, parce que quand on fait ça, un expert technique qui devient manager, il va passer du temps non plus à faire de l'expertise technique, mais à faire du management. Et c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire. C'est pas forcément ce qu'il a envie de faire, c'est pas forcément ce qu'il sait faire. Et en plus, tu vas perdre un très bon expert, au moins une bonne partie de son temps, ce qui est souvent très contre-productif. Il peut y avoir des très bons experts qui sont aussi des très bons managers, mais c'est des raretés.
Donc ça, t'as fait ça. Ça, je suis passé par là. J'ai tiré les leçons assez vite. Je pense pas avoir tellement perdu de temps sur ce genre de problème. Est-ce que t'as pas l'impression que aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, l'expertise technique est plus reconnue et valorisée, et il y a de la reconnaissance dans l'expertise technique, on n'est plus obligé de passer par le management pour avoir la reconnaissance de la valeur qu'on apporte en tant que contributeur individuel? J'espère. C'est quelque chose qui est très développé, bien évidemment, dans les boîtes américaines de software, qu'on pratique chez The Edge. Donc chez The Edge, il y a 2 plans de carrière dans l'équipe d'engineering, un plan de carrière expertise et un plan de carrière management. Et donc on valorise les experts quasiment aussi bien que les managers dans leur trajectoire. Et c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que ce qui fait la qualité technique de nos plateformes, les managers, la qualité des managers contribue, c'est-à-dire qu'ils vont orchestrer, ils vont faire en sorte que tout se passe bien, mais elle n'existe que si avant tout on a des très bons développeurs, des très bons experts et un niveau technique qui est très élevé. Et valoriser l'expertise, c'est essentiel, fondamental. Ok. Et on a parlé de scale, je saute un peu du coq à l'âne. Quand on parle de scale, fatalement, on parle de recrutement. Oui. Est-ce qu'il y a tips, approches, difficultés, facilités C'est un vaste sujet. Je pourrais t'en parler assez longtemps parce que j'ai beaucoup passé de temps sur ces questions de recrutement et pas seulement dans cette phase de scale intense. Donc aujourd'hui, on recrute 6 à 8 développeurs ou membres de l'équipe d'engineering et produits par mois. C'est une organisation très industrielle pour faire ces recrutements. Tu vois tout le monde? Absolument pas. Je ne vois pas du tout le monde. Je ne peux matériellement pas voir tout le monde. Et tu vois toutes les personnes à qui il y a une proposition d'embauche? Je valide toutes les propositions d'embauche. D'accord. Je valide toutes les propositions d'embauche. Je ne vois pas tout le monde. Je ne vois que certains postes parce que matériellement je peux pas et je fais beaucoup confiance aux équipes pour ces étapes-là. Le recrutement, c'est un processus qui est à ces échelles-là extrêmement quantitatif. C'est-à-dire que quand on veut, quand on est assez exigeant comme on l'est nous sur les compétences des candidats, il faut en voir beaucoup pour en recruter un en bout de chaîne. Pour te donner une idée, aujourd'hui les stats chez nous, c'est que tu as quasiment 10 personnes qui rentrent dans le processus de recrutement au sens commencer à faire des tests techniques ou commencer à faire des entretiens pour une personne recrutée à la fin en moyenne. Et donc quand tu as besoin de recruter 6, 7, 8 par mois, je te laisse calculer combien ça représente d'entretiens, de candidats, etc. Facteur 10. C'est absolument colossal. Et ça demande un travail énorme des équipes d'engineering, des managers, de tous ceux qui contribuent parce qu'ils ont un rôle absolument fondamental dans ce processus-là, et bien évidemment main dans la main avec les équipes RH qui travaillent avec nous là-dessus. Mais c'est beaucoup de travail très minutieux. Tu suis les métriques, mais est-ce que si les métriques le mois prochain étaient pas les mêmes, imaginons, là tu me dis grosso modo... allez, on fait 2 propositions, allez, un recrutement pour 10 entretiens. Ouais. 10 candidats. Si soudainement il y avait une embauche pour 4 candidats, ça t'interrogerait? Alors, tout à fait. Je regarde beaucoup la façon dont ces KPI évoluent et de quelle manière est-ce qu'ils sortent ou pas de la trajectoire standard. Ouais, exactement. Et après on regarde, alors ça reste des petits chiffres à l'échelle d'un mois, donc, mais ce qui est intéressant c'est de regarder et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être parce que voilà, il se trouve que là on a une série de candidats hyper bons, et donc on est super content, ils s'entendent bien avec tout le monde, on les a tous recrutés, ça peut tout à fait arriver. Ou à l'inverse, on se retrouve à une période avec des candidats pas assez bien qualifiés ou qui sont pas forcément à la bonne place, et là on va moins recruter. Mais on va systématiquement regarder quand ça sort un petit peu de l'épure. Et c'est toujours une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas tellement faire de concessions sur les compétences des candidats qu'on cherche.
Ça fait partie des convictions fortes, les compétences techniques et les niveaux élevés des candidats et des membres de l'équipe d'IEDGE sont super importants pour nous, et on va préférer prendre un peu plus de temps et mettre plus d'efforts, mais avoir des meilleurs candidats et recruter des très bons membres de l'équipe, plutôt que de faire un truc assez quantitatif en me disant il me faut 10 développeurs Java, je vais prendre les 10 développeurs Java qui se présentent, quoi. D'accord, Enfin, tu n'es pas drivé par une échéance. Tu es drivé par la compétence et le candidat. Exactement. On a un plan, on a des échéances, mais s'il y a des arbitrages à faire, on va préférer être en retard sur le plan, mais recruter les très bons candidats plutôt que... Et alors, du coup, tu étais cofondateur. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Il y a eu quelques tournants en 15 ans, parce qu'il y a eu fusion, rachat. Oui, c'est une société qui a vécu plusieurs vies, en fait. Parce qu'on a rejoint les fondateurs étant associés en 2008. Et on a développé la société qui s'est bien développée internationalement, en Europe, dans différents pays, et jusqu'à en 2017 être à peu près 120 personnes. J'avais quasiment une cinquantaine de personnes dans l'équipe d'engineering, et on a vendu au groupe Accor qui a acheté la société à ce moment-là dans de bonnes conditions, et on était très contents. C'était une forme d'aboutissement de ce qu'on avait construit pendant ces années. Et là, il s'est passé une étape assez inattendue. C'est qu'en fait, Accor avait racheté notre concurrent Fastbooking à l'époque, qui était notre concurrent depuis 10 ans, et le projet était de fusionner les deux sociétés. Et donc, je me suis retrouvé, donc on m'a proposé de prendre la responsabilité des équipes techniques des deux sociétés. D'ailleurs, au début, elles n'étaient pas complètement fusionnées, donc j'étais CTO des deux boîtes concurrentes avec deux équipes différentes. Et c'était assez vertigineux comme expérience, parce que déjà, voir dans le détail, sous le capot, ce que ton concurrent avait développé depuis des années, contre lesquels tu te battais sur le marché, c'est assez intéressant. Et puis, sur des plateformes qui faisaient en partie la même chose, tu te rends compte de l'impact des choix techniques sur le long terme. Des choix de stack technique, des choix d'architecture, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, quels choix ont été faits différemment. Et ça, c'est extrêmement intéressant, justement, sur cette question de qu'est-ce qui fait une bonne architecture, qu'est-ce qui fait une mauvaise architecture, comment est-ce que tout ça se comporte sur la durée. Et ça nous a... Enfin, moi, ça m'a énormément appris. Bon, après, quand il s'agit de fusionner les équipes, les plateformes, et d'intégrer l'ensemble à l'échelle de la société, ça s'est très bien passé. Et ça a donné naissance à DHedge, qui est maintenant une société complètement intégrée, avec une seule équipe qui grandit, et tout se passe hyper bien. D'un point de vue technique, la fusion des plateformes et les migrations et l'intégration est très compliquée, et ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. C'est un travail qui est sans fin. Et du coup, dans les choix qui ont dû être faits, il y a des choix on prend telle brique à un endroit, telle brique à un autre endroit, ou Exactement. Il y a un choix qui a été on met fin à un système et on prend l'autre. Exactement. C'est au contraire, on prend de chaque côté les briques qui sont les plus performantes ou qui répondent le mieux aux besoins, et on essaie de les associer de manière un peu intelligente. Ça correspond assez bien à l'approche globalement du legacy, c'est-à-dire que c'est jamais que le même type d'approche, mais à l'échelle de deux plateformes. Comment est-ce que je vais pouvoir mutualiser certains composants qui marchent très bien et qu'on va pouvoir uniformiser sur les deux plateformes, comment je vais pouvoir réutiliser certains d'un côté et les faire fonctionner partout, comment je vais gérer l'intégration entre ces deux plateformes pour pouvoir tirer le meilleur des deux. On a une approche très pragmatique, très business et pragmatique des choses, qui a pour défaut de absolument pas être intellectuellement satisfaisante. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de se dire je vais tout casser, on va tout recommencer, tout nouveau, tout beau, tout propre. C'est toujours beaucoup plus satisfaisant intellectuellement, mais dans la vraie vie, en fait, c'est très coûteux et ça ne marche pas. Ça a aussi comme inconvénient de créer des situations assez complexes et hétérogènes. C'est-à-dire qu'il faut accepter
Et là, on avait 2 stacks techniques différentes. Il faut accepter l'idée que tu te retrouves avec des plateformes qui ont une partie en .NET, une partie en PHP, une partie en Node, et puis finalement, dans des architectures microservices bien conçues, avec les bonnes compétences dans les équipes, c'est totalement gérable. T'as accepté l'hétérogénéité. Absolument. On a complètement accepté et intégré l'hétérogénéité, qui est encore une fois un petit peu cette même approche que le legacy, c'est-à-dire que tu as un composant qui est pas dans ta stack techno, dans ton langage, mettons, de prédilection, mais dans une architecture microservice, ce composant, il rend le service, il fonctionne. Pourquoi est-ce que tu vas le réécrire ? Tu vas le réécrire le jour où tu as besoin de le faire évoluer, tu as besoin de le transformer fondamentalement, et à ce moment-là, tu pourras décider de le réécrire. S'il fonctionne, aucun problème. Je veux dire, il est relativement indépendant du reste de l'architecture, et tu peux tout à fait le garder dans cette stack-là. Et après, ça va dépendre aussi des équipes des compétences des équipes qui vont travailler dessus. Si tu as suffisamment de compétences sur ce domaine-là. C'est ce que j'allais te dire, ça t'amène, l'hétérogénéité, ça t'amène d'autres problématiques, savoir et être en capacité de recruter des compétences hétérogènes, quoi. Absolument. Ce qui est un problème, la gestion de la compétence est un problème à petite échelle. Enfin, à petite échelle, c'est-à-dire que quand tu as 20 personnes, tu peux pas gérer 3 langages différents, ça va être ingérable et tu vas pas pouvoir répartir les ressources sur les différents sujets. Quand tu commences à avoir 100-150 personnes et que tu gères 2-3 langages ou 2, c'est gérable. Et plus l'équipe est grosse, et moins ça devient un problème. Donc c'est beaucoup une question d'échelle pour moi. D'accord, ok. Et alors du coup, moi, j'ai c'était du coq à l'âne parce que je t'ai renvoyé sur... on parlait de recrutement, et je t'ai renvoyé sur les fusions, les rachats, tout ça, en te disant... je voulais te poser la question, mais en fait, voilà, t'as un actionnaire... donc du coup, quand tu dois lui expliquer qu'en fait tu avances moins vite en termes de recrutement, donc tu vas te délivrer un peu moins vite, faut que tu sois aligné avec cet actionnaire, qu'en fait tu priorises le long terme en allant moins vite à court terme. Exactement. Et ça, alors aujourd'hui, ça se joue moins avec l'actionnaire qu'avec et même par le passé avec les CEO avec lesquels j'ai travaillé. Et j'ai eu la chance de travailler avec des CEO qui avaient conscience alors soit parce qu'ils ont eu l'expérience, soit intuitivement, de ce que c'est que l'ingénierie et des enjeux dont on est en train de se parler là. C'est-à-dire d'avoir des très très bonnes compétences techniques, de favoriser la qualité et d'être capable, par exemple, d'être un peu plus lent à un certain moment pour le bénéfice de tenir la longueur sur du scale ou sur certains projets. Éviter au maximum de faire du quick and dirty, sauf si c'est absolument impérativement nécessaire. Quand on est éditeur de ses propres applications, le quick and dirty, c'est toi qui vas le payer sur toutes les années qui vont suivre. Donc tu as intérêt à bien y réfléchir avant de le faire, ou d'être bien sûr qu'il va avoir le niveau de rentabilité, que ça va générer le revenu que tu vas avoir besoin d'avoir pour le payer sur les 10 ans qui viennent. Et j'ai eu la chance de travailler avec des CEO qui étaient très compréhensifs et très, très à l'écoute sur ces sujets-là. Ça n'a pas généré de problème, ça a toujours été aligné avec le CEO, quoi. Toujours un peu tu peux toujours avoir des frictions, mais pour moi c'est un élément fondateur assez important. Et je parlais de l'importance du business dans la façon dont on construit la technique, mais l'importance aussi que le business comprenne les tenants et aboutissants de la tech et de l'impact que ça peut avoir. Parce que l'enjeu souvent c'est que le temps du business et le temps de la technique n'est pas le même. C'est-à-dire que nous quand on travaille, l'impact de nos décisions d'architecture par exemple vont être sur le long terme. En réalité, tu construis une plateforme, au début elle va servir quelques clients, et puis après elle va servir de plus en plus de clients, et au bout d'un moment, si tu l'as mal conçue, elle va poser un problème juste au moment où d'un point de vue business ça va exploser, et tu vas la pousser dans sa dernière limite. Et donc les choix qu'on fait ont un impact sur le long terme. Le business a besoin d'être beaucoup plus agile et d'évoluer beaucoup plus rapidement, et c'est là que se créent les frictions en fait.
Et donc tout l'enjeu quand on développe les plateformes, c'est comment est-ce qu'on se crée un maximum de flexibilité. Comment est-ce que d'abord on construit les architectures de manière à ce qu'elles soient pérennes, et donc les construire en fonction des grands axes business et de l'approche du business, pour moi c'est une base absolument fondamentale. Et ensuite se donner la flexibilité de pouvoir faire évoluer en fonction de là où le business nous amène. Et bien évidemment les architectures microservices nous aident beaucoup dans ce type d'approche, permettant de faire des modifications locales assez efficacement et assez vite. Et de s'adapter à cette évolution. Et donc, pour moi, c'est ça qui est un peu le secret de ce qui dure, c'est construire des bases qui sont sur les fondamentaux du business, et puis se construire de la flexibilité avec des microservices. Et souvent, on me demande, comment est-ce quelle va être l'évolution technologique, sur quoi il faut miser pour les 5 années à venir. Ouais, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien du tout. 5 années à venir, les technologies, ça change tout le temps, et j'ai suffisamment d'expérience dans ce domaine pour savoir que c'est absolument imprédictible, savoir comment ça va évoluer, et surtout faire des paris, j'en ferai jamais. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se construire les conditions de la flexibilité. C'est-à-dire que être capable de changer son fusil d'épaule et de s'adapter en fonction des évolutions, je pense que c'est le plus important, quoi. Donc, savoir faire évoluer, pas avoir trop de certitude. Et tu vois, on parlait d'hybridation des stacks techniques. Ça a beaucoup de vertus, ça. C'est-à-dire que quand tu as des solutions techniques émergentes, être capable de dire, dans ce nouveau langage, je vais développer une partie de mes composants, et puis je vais voir un peu comment ils se comportent sur le long terme. Et puis, si jamais, en fait, ça prend de l'ampleur et on se rend compte qu'il y a toute une communauté qui se crée, ça va être un vivier de recrutement et tout va s'emballer, tu seras déjà préparé, et tu seras dans les premières... en première ligne pour pouvoir recruter ses compétences. C'est un exemple de ce qu'on fait nous avec F#, par exemple, en ce moment, où on a un ensemble de modules qui tournent en F# en prod. Il y a une communauté F# qui commence à être assez active, et qui du coup dans laquelle on est assez présent, et c'est un vivier de recrutement en plus de développeurs et d'architectes qui sont super compétents, donc on est très content. J'ai une question peut-être un petit peu indiscrète. Enfin, je vais en avoir une deuxième derrière, mais moi j'étais un peu... Je pense que je t'avais fait part de mon étonnement en disant « Ah, mais vous avez été racheté par Accor, ouais. et t'es toujours là. » Je suis toujours là. Qu'est-ce qui crée les conditions de... Enfin, t'as donné quelques éléments de réponse, mais les conditions qui font que, en fait, tu te projettes encore sur le long terme, quoi. C'est un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que le premier, c'est que le challenge qu'on m'a proposé assez vite après ce rachat, qui était de fusionner Avel-Pro avec Fastbooking, la boîte concurrente qu'on connaissait depuis bien longtemps, était un challenge absolument vertigineux que j'avais trouvé passionnant. Donc ça, c'est arrivé assez vite pour que... C'est arrivé très vite, ouais. Et c'est le genre de situation dans laquelle je pense que dans une carrière ou dans une expérience, tu n'es pas souvent dans cette situation-là où tu peux te retrouver à être capable de gérer deux solutions concurrentes, ou à regarder vraiment dans le détail comment est-ce que deux boîtes concurrentes ont pu régler les mêmes types de problèmes ou construire leur plateforme. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. C'est toujours pas fini sur le plan technique, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis après, il y a aussi la rencontre avec le nouveau CEO de l'époque. On a senti que le lien avec les CEO être aligné. Exactement. Pierre-Charles Grob, avec qui je m'entends hyper bien, et à quel point ça c'est important pour moi dans la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'il faut être dans un contexte dans lequel il y a une bonne compréhension de ce que c'est que la technique, ses enjeux, de ce qui fait la réussite, le succès ou l'échec des choix technologiques et des stratégies techniques. Et après, l'étape suivante, c'est que Accor nous fait confiance, on est dans une trajectoire de croissance avec des ambitions très élevées. Et donc, j'ai la chance incroyable d'être dans un contexte de scale-up qui grossit très rapidement, qui recrute massivement, qui a des ambitions de devenir un leader mondial, et qui est avec une culture qu'on adore, qui est très saine. Et donc,
je trouve ça génial. Bon, voilà, c'était pas si indiscret que ça. Pas du tout. Du coup, j'en profite pour une deuxième question indiscrète. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms? Alors, j'ai sûrement plusieurs surnoms, mais je les connais pas. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, mais non, je connais pas les surnoms dont on a pu m'affubler. Bon, ok, donc ça fait une deuxième question qui n'était pas si indiscrète que ça. Bon, alors, est-ce que tu as un proverbe, une maxime, une phrase qui t'accompagne? Oui, suite à tout ce que j'ai pu raconter sur les questions d'agilité, Lean Startup, etc. La maxime Start Small, Grow Big américaine, qui est chère aux Américains de la Silicon Valley, et pour moi toujours valable pour tout. Tous les projets qu'on gère au quotidien chez The Edge, elle s'applique. C'est-à-dire que et c'est une façon je pense que c'est une façon de manager de manière générale toutes les ambitions de modifier, de changement, de transformation, de nouveaux projets, etc. Comment est-ce qu'on fait pour définir des étapes qui te permettent de démarrer petit et puis de petit à petit faire évoluer le projet, le faire grossir, lui donner de l'ampleur, et je pense que ça s'applique à tout en fait. Donc celle-là, elle te caractérise, quoi. Je pense. Est-ce que, alors attention, c'est la question improvisation, comment tu appellerais cet épisode? Comment j'appellerais cet épisode? J'aimais bien ta métaphore sur le parcours de haie. Je pense que 100 mètres haie, c'est un petit peu la perception que je pourrais avoir de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que tu franchis une haie, tu te dis que c'est bien, tu as réussi un truc, mais en fait, il y en a juste après, il y en a une autre, et puis encore une autre. La différence avec l'exercice athlétique, c'est qu'il n'y a jamais deux haies successives qui ont la même forme, où tu es préparé à ce qui t'attend. Mais en même temps, c'est ça qui fait le sel de ce qu'on fait, c'est que les obstacles se ressemblent pas vraiment les uns les autres. C'est des haies qui sont un peu plus casse-gueule, quoi. C'est ça. Très très casse-gueule. Ok, écoute, j'aurais eu un peu un titre un peu identique. Je t'aurais dit un truc genre un mur et des haies, mais 100 mètres haies, c'est bien. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose, à laquelle va falloir répondre du coup? Écoute, non, la question que tu me pourrais me poser, c'est quid du reste de la vie quand on est dans des contextes de start-up qui évoluent vite et d'hypercroissance, et comment est-ce qu'on équilibre sa vie privée, sa vie professionnelle, etc. J'ai la chance incroyable d'être papa de 4 enfants et d'avoir une femme qui travaille et qui a une brillante carrière. Mais je pense que c'est une question que tu aurais pu me poser. Et alors comment on fait? Déjà, il faut avoir une femme absolument formidable. Ouais. Ça c'est le prérequis. Et puis de deux, je pense que ça aide aussi. Alors moi j'ai un défaut, c'est que j'ai tendance à être absorbé par mon travail, et si j'avais pas de limite, j'y passerais 300% de mon temps, ce qui est pas bon. Et donc ça m'oblige mes enfants me rappellent, et ma femme me rappelle régulièrement qu'il faut sortir un peu de ce maelstrom et penser à autre chose, et aux choses importantes de la vie. Et donc cet équilibre est très important, je pense, pour tout le monde. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé, et plein de bonnes choses pour cette phase de gros scale en cours et à venir. Un grand merci, Pierre, pour cette discussion, et puis un grand merci pour ton initiative de CTOs qui, je trouve, apporte beaucoup à la communauté. Et échanger entre nous sur nos expériences est toujours très riche. Donc merci pour cette contribution précieuse. Je vais tâcher de continuer. J'espère bien. À très bientôt et merci beaucoup. Un grand merci, Pierre. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.